Bonjour, je vais vous parler d'astrologie ce soir, cet après-midi du 27 décembre 2015, et plus spécialement de stratégie. Il semble que les astrologues ont oublié l'importance de la stratégie et de ce qu'on appelle les positions stratégiques. Il ne s'agit pas de couvrir un ensemble illimité, un terrain illimité, mais d'occuper des points stratégiques. Telle est ma conception de l'astrologie. Par conséquent, tout en ayant une approche très restrictive du champ de l'astrologie, aussi bien au niveau de ses moyens que de ses objectifs, il est tout à fait possible d'envisager de conférer à l'astrologie une position dominante. Il est facile de comprendre, notamment, que l'on peut tout à fait avoir une position dominante tout en laissant une grande partie du terrain à d'autres. Et c'est ce que n'ont pas compris les astrologues. Alors évidemment, l'approche que j'ai de l'astrologie est un peu élitique. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas beaucoup de sens pour les individus lambda, je dirais. Or, le fonds de commerce de l'astrologie actuelle, c'est l'individu lambda. Toute personne, dirait Rudyard, encore que je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait voulu dire, toute personne a droit à un thème natal, toute personne a un destin, toute personne a un avenir, etc. A une personnalité. Je crois que c'est une fausse route, une fausse voie. Il vaut mieux dire que l'astrologie est l'astrologie à la fois des princes et des peuples. Donc elle est aux deux extrêmes. Les deux grands pouvoirs dans notre société, ce sont les leaders et ce sont les foules, comme dirait Gustave Le Bon. Psychologie des foules, psychologie des leaders. Autrement dit, l'individu au sein de la foule, l'individu qui n'est pas dans le quantitatif de la foule, il n'est rien. Sauf s'il est un leader. Et à ce moment-là, il a un rapport dialectique avec la foule, il va nourrir la foule, il va dominer la foule. Donc, soit on est un leader qui domine, le mot domine vient du latin, qui veut dire le maître, soit on est un élément quantitativement signifiant au sein de la foule, c'est-à-dire qu'on n'est rien en tant qu'individu, mais on est tout en tant que collectif. Ce qui est exactement d'ailleurs la devise inverse de celle de la Révolution, qui disait « Nous ne voulons pas d'entité, nous ne voulons que des individus face à l'État ». Cette conception du citoyen qu'a adopté l'astrologie est une erreur. Le citoyen, astrologiquement, il n'est rien. Ce qui est important, c'est l'ensemble, c'est l'assemblée des citoyens, et non pas le citoyen lambda, ou bien c'est le chef, le leader, le Führer, en allemand. Il faut bien comprendre, mes chers amis, que tout ce qui n'a pas une certaine intensité, une certaine puissance, est dérisoire. Pourquoi c'est dérisoire? Parce que c'est imitable, parce que ça peut être falsifié. Et une expression de Karl Popper qui reproche à l'astrologie cette question de la falsifiabilité. Je peux fabriquer de toutes pièces, pour un temps court, un objet. Je peux fabriquer de toutes pièces une personne, de façon très limitative.
Mais cet espace-temps court ne vaut rien. Parce que nous pouvons faire n'importe quoi dans l'espace-temps court. Nous pouvons, l'espace-temps court, c'est le temps des illusions, c'est l'espace des illusions. Sur le moment, on peut avoir l'illusion de quelque chose qui existe, quelque chose qui a une importance, et finalement, ça n'a qu'un instant. Ça ne vaut que pour un instant. Parce qu'on peut imiter, on peut faire semblant, on peut laisser croire, par exemple, qu'un singe parle au prix d'un montage, au prix d'un travestissement, d'un déguisement. Les contrefaçons se situent dans un espace-temps court. Au bout d'un certain temps, le masque tombe. Donc tout ce qui est de l'ordre du masque n'a aucun intérêt au niveau scientifique. Tout ce qui peut être contrefait, fabriqué de toutes pièces, n'a aucun intérêt. C'est pour ça que les sciences humaines ne peuvent pas se fier à ce critère de reproductibilité, puisque la reproductibilité, ça peut être tout simplement une limitation. Une limitation, ça ne veut rien dire. Si on fait de la psychologie, si j'imite un comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux me faire passer pour quelqu'un d'autre, etc. Donc se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est tout à fait intéressant. On ne voit que ça, et par conséquent, ça n'a pas de valeur. La stratégie de l'astrologie, c'est avant tout de pouvoir déterminer des processus à grande échelle. Car si c'est à petite échelle, ça ne veut strictement rien dire, puisque c'est, encore on l'a vu, c'est imitable, c'est falsifiable. Ce qui n'est pas falsifiable, c'est à grande échelle. Par exemple, prenons le cas du Front National. Le Front National, c'est une réalité. Ce n'est pas une petite échelle. Donc c'est une réalité, et donc ça intéresse l'astrologue. Une association qui se crée autour de trois personnes, ce n'est pas une réalité. N'importe qui peut avoir une velléité de ce genre. Qu'est-ce que ça prouve? Combien de temps ça va durer? Qui ça concerne? Tout ce que nous pouvons inventer comme ça, de briques et de broc en quelques minutes, n'a aucune valeur. Ce que l'astrologue peut dire à son client, ça veut dire quoi? Ça n'a pas grande signification. Le client peut très bien s'imaginer pendant un certain temps que ce qu'on lui a dit est vrai. C'est une sorte de maquillage comme ça qui ne tiendra pas très longtemps. L'épreuve du temps est une condition nécessaire pour que quelque chose ait une valeur quelconque au niveau des sciences sociales et des sciences humaines en général. Autrement, dans la sorte de précarité épistémologique. Donc, qu'on le veuille ou non, l'astrologie, comme Gauquelin l'avait très bien compris, elle est dans le quantitatif. Et le qualitatif, puisque Gauquelin avait travaillé sur des personnages qui avaient une certaine réussite professionnelle, et pas le premier venu. Donc il y a le quantitatif, c'est-à-dire que ça doit être une vaste population, et le qualitatif, parce que ça va être une certaine qualité, parce que si on n'a pas la qualité, on n'a pas quelque chose de déterminant. Par exemple, quelqu'un peut être un médiocre pianiste, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, s'il fait une superbe carrière de pianiste, c'est autre chose. Voyez-vous, j'ai la même question. Il faut que ça aille. Il y a un seuil critique pour que les choses deviennent vraiment intéressantes au niveau de la qualité, au niveau du nombre. Si on n'a pas la qualité remarquable, ou bien si on n'a pas le nombre, ce n'est pas intéressant. Voilà, il faut que ce soit bien compris. Une fois qu'on a bien élagué le terrain comme ça, et que par ailleurs, astronomiquement, on a éliminé tout ce qui était fictif, comme les divisions zodiacales, comme les planètes fictives ou invisibles, ce qui revient au même finalement, parce que parler de planètes invisibles, c'est fictif. Pourquoi c'est fictif? Parce que les gens ne les voient pas, le peuple ne les voit pas.
Et si ça n'est pas vu par le plus grand nombre, ça n'a pas de valeur. L'astrologie n'existe que si elle a historiquement été vécue par des sociétés tout entières et pas par quelques prêtres, etc. L'astrologie ne pourra se faire respecter, reconnaître, si on veut, que si elle occupe des positions stratégiques qu'elle est seule à pouvoir occuper. Et ces positions stratégiques, c'est la question du temps. L'espace n'a pas d'intérêt pour l'astrologie. Que ce soit la localisation des événements, que ce soit le fait de dire que telle personne sera concernée et pas telle autre, ça n'a pas beaucoup de sens. En dehors du fait qu'effectivement, il y a des déterminismes, des surdéterminismes dans ce domaine-là qui existent. Les hommes sont plus concernés, les hommes et les femmes ne vivent pas nécessairement la même chose. Je parle en tant que collectif, et je insiste là-dessus, il est inacceptable d'interpréter, pour un astrologue, d'ignorer qu'on a affaire à un homme ou à une femme. C'est inacceptable. Et d'ignorer encore ce que ça veut dire aussi, ça c'est inacceptable. Il faut donc disposer d'un bagage sur ce sujet. Et ça fait partie intégrante du travail de l'astrologue. L'astrologue n'est pas uniquement quelqu'un qui regarde le ciel, c'est aussi quelqu'un qui observe le monde. Et il doit faire la corrélation entre ces deux niveaux d'observation. Et dans ces deux cas, il doit faire preuve d'une certaine intelligence, d'une certaine cognitivité. Si l'astrologie était capable de fournir ce qu'on pourrait appeler une échelle de Richter au niveau de la sismographie, ce serait déjà énorme. Ce serait déjà un progrès énorme au niveau de la reconnaissance. Mais les astrologues veulent aller trop loin, veulent en faire trop, et finalement ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas véritablement confiance en leurs outils, ou plus exactement, ils ont confiance dans une espèce de vrac, d'outils en vrac. Tantôt on prend ceci, tantôt on prend cela, tantôt c'est bon. C'est une espèce d'arsenal de bricoleurs du dimanche. Comme diraient d'autres, c'est une boîte à outils. C'est une expression d'ailleurs qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Une boîte à outils, on trouve n'importe quoi dans une boîte à outils. Non. L'astrologie doit disposer de schémas simples, d'une philosophie simple du cosmos, c'est-à-dire de choses qu'on peut voir, que les hommes d'autrefois ont pu voir. Les aspects, on ne les voit pas, les conjonctions, on les voit. Et là, encore une fois, on élimine les aspects, ou plus exactement, on doit considérer les aspects comme une espèce de ce que j'appelle la disjonction, la déconnexion. C'est-à-dire, c'est un moment de passage à vide, de laisser aller, de lâcher la bride. Ça existe. Ça existe en creux. Comme la nuit n'existe que parce qu'il y a une absence de jour, elle n'existe pas en tant que telle. Il faut dire des choses très simplement. Il y a un facteur unique qui bouge, qui traverse le ciel, qui rencontre un certain nombre de facteurs, qui sont des facteurs fixes, ce sont les étoiles fixes, notamment les étoiles fixes royales, les 4 étoiles fixes royales. Ça découpe à peu près si c'est Saturne, en 4 fois 7 ans. Voilà, c'est tout. Conjonction, et puis entre les conjonctions, cette espèce de passage à vide, de roue libre, de dépression, où la société n'est plus dirigée. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est la disjonction. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Les sociétés s'autogèrent. C'est-à-dire que c'est une sorte de mouvement comme ça de foule. Mouvement de foule. En dehors des partis, qui est une sorte de flux comme ça, qui inonde la cité. Où il n'y a pas de contrôle. D'où le malaise de la classe dirigeante face à des mouvements populaires comme 2011, comme 1968, etc.
C'est-à-dire, voilà, ça existe, c'est là, mais les chefs ne sont pas en mesure de canaliser tout ça. Pourquoi? Parce que l'énergie conjonctionnelle, elle fait défaut. Parce que la conjonction n'est plus là. On est entre deux conjonctions, dans une sorte de no man's land conjoncturel. Il faut le savoir, c'est aussi une information stratégique. C'est-à-dire qu'on va passer par une période comme ça de flottement social, de flottement du leadership. Et à ce moment-là, on a affaire à des phénomènes de foule, de masse, qui balayent un peu comme une marée, comme ça, qui balaye, un raz-de-marée, un tsunami social, qui balaye tout sur son passage. Je crois que c'est sur ces positions stratégiques, je pourrais parler même de repli stratégique, sur ces positions stratégiques que l'astrologie doit s'installer. Et elle doit s'installer non pas pour le compte des professeurs d'astrologie, pour le compte des praticiens de l'astrologie individuelle. Ces gens-là plombent la cause de l'astrologie, il faut dire carrément. Et depuis les années 90, c'est ce qui se passe. On écoute, ces gens-là ont pris le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir économique. Et le pouvoir économique, ben, ça corrompt. C'est ce que je veux dire. Il faut revenir à l'astrologie des années 70, 60, depuis les années 50 jusqu'à les années 80, où les chercheurs sont là, on réfléchit sur les. Quand Barbeau écrit sur l'astrologie mondiale, il n'écrit pas de l'astrologie, il ne fait pas de l'astrologie individuelle. Quand Nicolas pense l'astrologie, il ne la pense pas spécialement individuellement. Gauquelin non plus. Il faut revenir à l'idée que l'astrologie, c'est avant tout la cause de l'astrologie, comme dirait notre ami Père Brune. C'est la cause de l'astrologie qu'il faut défendre, et ce n'est pas l'image de transfert que le client. Alors évidemment, on va retomber dans une problématique que j'ai évoquée ces derniers jours. L'astrologie fait l'objet d'un culte. Fait l'objet d'un culte. Les gens ont une sorte d'adoration pour l'astrologie. Bon. Mais ce culte ne doit pas empêcher l'astrologie de vivre sa vraie vie. Parce que ça, ce sont des fantasmes qui sont projetés sur l'astrologie, qui sont flatteurs par certains côtés, en tout cas qui donnent l'impression à l'astrologie d'exister socialement, mais en réalité qui sont plutôt contre-productifs. Donc, nous savons que nous avons affaire à une certaine fascination, comme dirait Elisabeth Tessier, pour l'astrologie, pour une certaine image de l'astrologie, mais cette fascination ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ce que doit être l'astrologie en tant que telle, par-delà les fantasmes qui sont projetés sur elle.